sommes en 1988 et c'est la saison des bals de fin d'année au lycée de Shadyside. Vous vous souvenez de Shadyside, n'est-ce pas? Cette charmante petite ville du Midwest où tous les 2-3 ans, quelqu'un devient fou et commence à couper des gens. Eh bien, préparez-vous mes petits boucliers de viande, parce que nous y retournons enfin pour un nouvel affrontement avec un de ces légendaires vilains. Mais cette fois-ci, il va donner un tout nouveau sens au mot « compétition acharnée ». Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre l'agresseur du bal de promo dans Fear Street Prom Queen. Ce bal de fin d'année est sur le point de se transformer en scène de crime. Laurie Granger est une étudiante qui se tient généralement à l'écart. Mais cette année, elle a décidé de se présenter à l'élection de reine du bal de fin d'année, contre certaines des filles les plus populaires de l'école. La favorite du public est sans conteste Tiffany Falconer, dont les 3 subordonnés sont également en liesse. Ensuite, il y a Christy, la fille rebelle de l'école, et elle est la seule à donner à Tiffany une véritable concurrence. Pendant les cours, les autres filles intimident Laurie à propos du passé sombre de sa famille, évoquant la mort mystérieuse de son père simplement pour tenter de lui faire perdre la tête. La rumeur affirme que sa mère aurait fait le coup, mais il n'y a jamais eu assez de preuves pour prouver sa culpabilité. Et la meilleure amie de Laurie, Megan, est la seule à croire en son innocence. Plus tard dans la nuit, Christy retrouve des potes de la ville rivale de Sunnydale et décide de rentrer chez elle à pied par un parking vide. Mais ce sera sa plus grosse erreur. La jeune fille n'a pas fait 3 pas qu'elle entend le bruit d'une vitre brisée quelque part derrière elle. Mais quand elle regarde autour d'elle, il n'y a aucun signe de qui que ce soit par ici. Elle se concentre sur la direction d'où vient le bruit et ne remarque pas qu'un psychopathe armé d'une hache et vêtu d'une veste Red Rain se dirige déjà vers elle et il lui enfonce sa hache dans l'épaule avant même qu'elle ne se rende compte de qui l'a agressée. Horriblement blessée, elle tombe au sol et supplie le tueur d'arrêter. Mais il n'y a pas âme qui vive dans le coin pour entendre ses cris quand il se penche au-dessus d'elle et achève le massacre. Ok, je pense que Christy aurait dû s'élancer nettement moins assidûment dans la course pour devenir reine du bal et courir nettement plus pour sauver sa vie. Maintenant, pour être honnête, le commun des mortels ne s'attend pas à tomber sur Patrick Bateman en rentrant chez lui. Mais il ne faut pas oublier que c'est de Shadyside dont on parle. Ils ont eu un tueur en série semblable à Michael Myers qui s'est pointé toutes les quelques années depuis le tout premier événement en 1966. Les habitants devraient donc maintenant être parfaitement préparés à ce genre de situation. Cela dit, le meilleur moyen d'éviter ce qui est arrivé à Christy ici, c'est d'éviter de se déplacer où que ce soit en pleine nuit. Et si vous le faites, assurez-vous toujours de venir avec une poignée d'amis. Ici, au club Comment Battre, on les appelle des boucliers de viande. Parce que, comme je le dis toujours, il n'est pas nécessaire d'être plus rapide que le tueur pour s'enfuir. Il suffit d'être plus rapide que la personne qui se tient à côté de vous. Maintenant, en parlant d'être trop lent, la réaction de Christy est la pire que j'ai jamais vue. Compte tenu de la réputation de cette ville, je serais capable au moindre bruit de paix d'une souris dans un coin de me mettre à courir comme un personnage de dessin animé. Mais elle est restée plantée là à regarder dans la mauvaise direction pendant que ce type marchait vers elle en parcourant l'équivalent d'un terrain de football. Je veux dire, elle aurait eu largement le temps de le voir arriver. Et comme il portait un imperméable complet, elle l'aurait probablement battu en termes de vitesse. La meilleure stratégie de survie aurait donc été de s'enfuir. Sinon, j'aurais essayé de grimper sur le camion garé à proximité, ce qui lui aurait donné une chance de se battre depuis les hauteurs, jusqu'à ce que quelqu'un entende le vacarme et vienne l'aider. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se retrouver coincé dans un combat à 1 contre 1. Parce que dans ce cas, je pense que votre seul espoir serait d'espérer qu'il manque une frappe et d'essayer de lui arracher l'arme des mains pendant qu'il sera déséquilibré. Mais étant donné que Christy vient d'être hachée menu, nous verrons si la prochaine victime fera mieux. À l'école le lendemain, les garces du lycée remarquent rapidement l'absence de Christy. Mais pour elle, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire moins de concurrence. En parlant de Tiffany, elle est choquée de trouver sa sous-fifre Linda en train de distribuer ses propres prospectus, comme si elle avait l'audace de défier leur chef. Même les profs ne semblent pas s'inquiéter de la disparition de Christy, parce qu'elle a déjà la réputation d'être une perturbatrice. Le bal de fin d'année doit avoir lieu, et il est maintenant temps pour les candidates de s'entraîner avant le grand soir. Pendant qu'elles attendent dans l'auditorium, Megan, la meilleure amie de Laurie, remarque qu'elle fixe Tyler, pour qui elle a un crush depuis qu'elles sont toutes les deux petites. Le seul problème, c'est que Tyler est déjà le petit ami de Tiffany. Mais Megan pense qu'elle peut avoir mieux, quoi qu'il en soit.
Le DJ Freddy demande aux filles si elles ont des requêtes, mais un des athlètes du lycée s'approche et lui tend une playlist, lui promettant de lui botter le cul s'il essaie de diffuser autre chose. C'est un cas typique où les élèves populaires pensent qu'ils dirigent l'école. Et sans Megan pour la soutenir, Laurie se retrouverait en infériorité numérique, alors que les autres filles continuent de lui lancer un regard noir. Devant son casier, ce type sympa Spider lui fait comprendre qu'elle a déjà son vote, ce qui l'aide à se sentir au moins un peu plus confiante. À sa grande surprise, même la directrice adjointe, Madame Breckenridge, s'arrête pour lui donner un petit mot d'encouragement, lui expliquant que les rumeurs de la ville ont fait du tort à sa mère et que c'est l'occasion pour elle de restaurer l'honneur de son nom de famille. La pression monte à mesure que les heures s'égrènent jusqu'au grand moment. Et après l'école, Tiffany surprend son adversaire sur le chemin vers son travail. Décidée à s'en prendre à la jeune fille pendant qu'elle est seule et vulnérable, elle lui fait subir la routine habituelle en évoquant son traumatisme familial. Mais Laurie a déjà entendu tout ça, et elle est maintenant prête à faire fi des diffamations et à passer aux choses sérieuses. Pendant ce temps, Megan part à la recherche de Christy, mais même son petit ami Jimmy n'a pas vu la jeune fille depuis la veille au soir, et personne ne semble savoir où elle se trouve. La seule personne à connaître la vérité, c'est le tueur. Et il raye sa photo de l'annuaire scolaire, jette les bottes de la jeune fille au feu et s'apprête à chasser sa prochaine victime, déterminé à ne pas s'arrêter avant que toutes les reines de promo soient mortes. Ok, là ça devient important parce que ça nous donne un aperçu de la motivation du tueur. Il vise spécifiquement les filles qui se présentent à l'élection de la reine du bal. Mais Christy n'était pas n'importe quelle candidate. Elle était aussi en passe de battre Tiffany et de remporter toute la compétition. Ça nous montre que l'objectif du tueur ne se limite pas à limiter toutes les candidates. Il le fait en réalité pour s'assurer que sa candidate préférée gagnera. Maintenant, ce qui les empêche de voir le danger, c'est qu'ils ne réagissent pas du tout à la disparition de Christy. Je veux dire, je comprends pourquoi ils pensent que ça pourrait être normal, vu qu'elle a une réputation de fauteuse de troubles. Mais on a déjà dit que cette ville fait face à un nouveau tueur presque toutes les quelques années. Donc, dès qu'une seule personne disparaît sans explication, toute l'école devrait être en alerte rouge. De plus, pourquoi aurait-elle décidé de disparaître de manière imprévisible, juste avant la grande soirée, alors qu'elle était la favorite? Ça ne colle pas. Et si c'était moi à la place de Laurie, je commencerais à m'inquiéter d'être la prochaine à disparaître. Il ne reste que quelques heures avant le bal de fin d'année. Ça veut dire que si le plan du tueur est d'éliminer tout le monde, les choses vont commencer à s'intensifier. Maintenant, pour Laurie, l'école est à la fois l'endroit le plus sûr et le plus dangereux où elle peut se trouver. Il y aura beaucoup de monde et beaucoup d'attention portée sur elle. Et si toutes les autres reines du bal sont là, il y a fort à parier que le tueur y sera aussi. Ça signifie que Laurie ne pourra faire confiance à personne, et surtout pas aux autres participantes et à leurs petits amis. Je resterai donc en permanence avec Megan jusqu'à la fin de la soirée, et je ne laisserai personne l'inciter à s'éloigner de la foule. Cela dit, je ferai aussi très attention aux autres candidates, parce que jusqu'à l'annonce de la gagnante, elles sont toutes des cibles potentielles. Le tueur peut s'en prendre à n'importe laquelle d'entre elles à n'importe quel moment. C'est pourquoi si Laurie voit une autre des filles se mettre dans une situation potentiellement dangereuse, elle peut l'observer à distance pour voir si le meurtrier fait un geste, ce qui lui donnera une chance de l'attraper avant qu'il ne puisse frapper à nouveau. Et bien sûr, si le pire devait arriver, alors elle pourrait toujours se retirer de la course avant que d'autres candidates ne soient tuées. Parce que gagner le titre de reine du bal est peut-être important, mais rester en vie l'est encore bien plus. Juste avant de partir, Nancy, la mère de Tiffany, passe dans sa chambre pour lui donner quelques conseils et l'avertir de ne pas mettre leur famille dans l'embarras. Quand elle regarde de l'autre côté de la rue, elle voit Laurie à la fenêtre et il semble qu'elles ressentent toutes les deux la même pression. La mère de Laurie trouve la jeune fille en train d'essayer sa robe avec anxiété et elle s'excuse pour tout ce qu'elle a dû endurer depuis la perte de son père. Mais Laurie dit qu'elle est prête à aller de l'avant et qu'elle veut montrer à tous les habitants de la ville qu'elle est fière d'être qui elle est. Les filles arrivent à l'école et sont immédiatement accueillies par la chanson « Never Going to Give You Up ». Une fois qu'ils sont prêts, la directrice adjointe prend le micro et annonce qu'il est temps d'appeler tous les candidats et candidates sur la scène pour qu'ils se présentent à l'auditoire. Laurie est nerveuse quand elle prend place parmi les autres candidats et elle ne tarde pas à remarquer qu'elle est la seule fille sur scène. Tout à coup, quand tout le monde commence à se demander ce qui est arrivé aux autres, Tiffany et sa meute de loups sortent de derrière le rideau, vêtues de maillots de bain rouge, blanc et bleu assortis, et se lancent dans une chorégraphie étrange et inappropriée sur une chanson complètement différente. Laurie reste en retrait de plus en plus mal à l'aise, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse vraiment plus. La performance est malheureusement un succès, et les filles s'éloignent de la scène pour s'asseoir à une table près du fond,
loin des spectateurs. Et maintenant, Laurie se sent encore moins confiante quant à ses chances de gagner. Quant à Tiffany, c'est exactement ce qu'elle voulait. Mais elle reproche à son petit ami d'avoir presque oublié ses instructions, et elle l'avertit de ne pas gâcher leur plan. Laurie craint de ne pas obtenir assez de votes si la fille populaire continue de lui voler la vedette. Mais elle n'est pas la seule à vouloir accéder au trône. Dans les coulisses, Linda est frustrée par la faute de son petit ami Bobby qui n'a pas apporté assez de prospectus. Et tous les deux se rendent dans la classe d'art plastique pour en récupérer d'autres. Quand ils arrivent dans la salle, elle est furieuse de découvrir que quelqu'un a déjà détruit tout son stock d'affiches additionnelles. On dirait que quelqu'un veut l'écarter de la compétition. Et tout à coup, ils entendent la porte se refermer derrière eux. Maintenant énervée, Lisa se précipite pour confronter le coupable. Mais au bout d'un moment, la jeune fille ne dit plus rien d'un seul coup. Juste au moment où son petit ami commence à s'inquiéter, elle sort de l'ombre, les mains agrippées à son ventre. Et quand elle s'avance dans la lumière, il voit que ses tripes se répandent sur le sol. Aïe. La jeune fille bascule alors en avant, et le tueur apparaît juste derrière elle. Après un moment d'attente tendue pour savoir qui va agir en premier, Bobby sort de cette impasse et plonge vers un cutter qui se trouve à proximité. Mais le tueur attrape son bras et le repousse vers le bas, ce qui fait tomber l'arme de sa main. Puis, il force son bras à passer sous la lame d'un masticot. Il en saisit le manche, abat la lame et lui coupe la main d'un seul coup net. Après l'avoir relâché une seconde, le tueur soupire quand Bobby, dont la taille est équivalente à celle du tueur, attrape un pinceau dans une tentative pathétique de se défendre. Mais il le force à revenir sur la table et utilise le massicot pour lui trancher brutalement l'autre main. Et le psychopathe malade reste assis à le regarder se traîner douloureusement jusqu'à la porte de la classe. Mais alors qu'il s'acharne à essayer d'actionner la poignée ronde avec seulement 2 moignons ensanglantés, le tueur l'attrape par derrière pour finir le boulot et lui fracasse la tête contre la vitre renforcée. Ok, je dois reconnaître que Bobby s'est bien battu ici, mais on dirait que ces deux-là ont été coupés net dans leur élan de compétition. Linda aurait dû rester en arrière et utiliser son petit ami comme bouclier de viande jusqu'à ce qu'ils aient un meilleur aperçu de l'intrus, au lieu de le découvrir lorsque le tueur a attaqué. Dans ce cas, au moins l'un d'entre eux aurait pu s'enfuir et aller chercher de l'aide, mais Bobby a finalement dû se défendre tout seul. Maintenant, il a fait le bon choix en étant le premier à agir, mais au lieu de faire usage du cutter, il aurait pu essayer de fermer la porte à sa gauche et de s'enfermer rapidement dans l'autre pièce. Je veux dire, si ça avait fonctionné, il aurait eu beaucoup plus de temps pour se préparer à un combat, ou même pour frapper le tueur à la tête avec quelque chose pendant qu'il aurait essayé d'entrer par effraction. Non mais c'est vrai, le tueur s'est servi de ses 2 bras pour le maintenir fermement, mais ça laisse à Bobby un bras libre. Alors il aurait pu le lever et viser les yeux, le visage ou la gorge de l'homme, ou même tirer sur sa capuche et le forcer à baisser sa tête vers la table. Dans le même temps, j'aurais aussi donné des coups de pied dans ses genoux et ses tibias, ou j'aurais essayé de lui faire perdre pied en taclant ses jambes. Quand quelqu'un vous tient par le bras, l'instinct naturel est de s'éloigner. Mais parfois, le fait de pivoter dans la prise peut vous donner un meilleur effet de levier. Il ne s'agit donc pas d'un mouvement qui va mener à un chaos instantané, mais juste d'un mouvement qui suffirait à le déséquilibrer et à donner à Bobby une chance de s'enfuir vers la porte. À présent, ça fait 2 reines de balles en moins. Et les autres filles ne l'ont toujours pas remarqué. Mais il ne faudra pas attendre longtemps avant que le tueur ne frappe à nouveau. Dans le gymnase, Laurie demande au DJ de diffuser sa chanson préférée. Mais les athlètes lui ordonnent de ne diffuser que ce qu'ils lui disent. Les chances qu'elle remporte le titre de reine du bal de promo commencent à s'affaiblir graduellement. Mais c'est alors que Tyler vient complimenter sa robe, ce qui lui redonne un peu de baume au cœur. Tout à coup, quelqu'un s'évanouit quand il trouve la tête décapitée de Tiffany dans le bol de punch, ce qui la fait voler à travers la pièce et atterrir en plein milieu de la piste de danse. Elle se déplace en roulant jusqu'à s'arrêter au pied de la fille populaire. Mais tout le monde voit clairement que Tiffany se porte parfaitement bien. Et à mesure que les choses se dissipent, il réalise que ce n'était qu'un prank. Il n'y a qu'une seule personne dans toute l'école qui ait les compétences nécessaires pour élaborer une si bonne tromperie. Et c'est Megan, la meilleure amie de Laurie. Mais Laurie finit par être prise entre 2 feux, ce qui lui donne l'air d'être coupable par association. Après la reprise de la fête, Megan admet qu'évidemment c'est elle qui a fait le coup. Mais Laurie est furieuse qu'elle l'ait ridiculisée devant tout le monde. La dispute devient un peu trop personnelle, et les filles décident qu'elles ont besoin d'un peu de distance entre elles. Mais pendant ce temps, tous les autres continuent à vivre la meilleure soirée de leur vie. Pendant que Tiffany se pavane sur la piste de danse, son amie Debbie commence à se sentir un peu sous-estimée. Elle a exécuté beaucoup de sales boulots pour leur chef au fil des ans. Et pourtant, Melissa semble toujours être la préférée de leur boss. Agacée, elle demande conseil à son petit ami Jude. Mais celui-ci s'en contrefiche. Il change de sujet et finit par la convaincre d'aller dans un endroit plus intime pour lui faire une surprise.
Alors qu'elle observe la foule, Megan aperçoit le petit ami de Christy qui a l'air préoccupé. Et quand elle le rattrape à l'extérieur, elle lui demande s'il a trouvé un signe d'elle depuis l'autre jour. Nerveux, il répond que personne n'a eu de nouvelles d'elle depuis plus de 2 jours. Et Megan a le mauvais pressentiment que quelque chose ne va pas du tout. À l'intérieur, le petit ami de Debbie l'entraîne dans un sous-sol effrayant où il lui donne un collier qu'il a volé dans l'armoire de sa mère. C'est une véritable histoire d'amour de lycée. Mais malheureusement, il est temps pour ces deux-là de se séparer. Ils entendent tout à coup un bruit venant de quelque part dans l'obscurité. Mais juste au moment où Jude se dit qu'il doit s'agir de rats, le tueur l'attrape tout à coup par la queue de cheval et lui plante une scie circulaire directement sur le côté de son visage, tranchant brutalement tout l'avant de son crâne jusqu'à ce qu'il s'écroule mort. C'est maintenant au tour de Debbie de tenter sa chance. Mais au lieu de l'attaquer, le tueur s'avance devant elle, peu importe dans quelle direction elle essaie de courir. Et il joue avec elle jusqu'à ce qu'elle soit tellement effrayée qu'elle recule jusqu'à un tas de fils électriques exposés et meurt immédiatement du choc électrique. Ok, bon, je vois que son petit ami n'était pas le seul à préparer une surprise. Ces deux-là ne l'ont même pas vu venir. Mais pour une fille qui se mêle toujours des affaires de tout le monde, Debbie était bien trop occupée à surveiller Tiffany pour se rendre compte que 2 des potentielles reines du bal de fin d'année avaient déjà disparu. Si elle avait remarqué que Christy et Linda avaient toutes les deux disparu, elle aurait peut-être pu se rendre compte qu'elles étaient toutes en danger. Mais elle a fini par faire les mêmes erreurs que ses amis. Quant à son pauvre petit ami Jude ici présent, il n'a même pas eu une once de chance contre le tueur. Mais Debbie a en fait eu de nombreuses occasions de s'enfuir. Alors que le tueur avait encore la scie enfoncée dans le visage de son petit ami, c'était l'occasion parfaite pour elle d'utiliser Jude comme bouclier de viande et de pousser son corps directement dans le tueur aussi fort qu'elle le pouvait, en espérant les déséquilibrer tous les deux et se donner une chance de s'enfuir vers la porte. Je veux dire, même quand elle était acculée, elle aurait pu facilement attraper le verre vide ou la lampe sur la table juste à côté d'elle et l'écraser sur la tête de ce monstre. Les étagères derrière elle étaient également pleines de produits de nettoyage qu'elle aurait pu vaporiser dans ses yeux pour l'aveugler. Ou alors elle aurait pu simplement renverser toute l'étagère et l'utiliser pour le faire tomber. Une des plus grosses erreurs commises par la jeune fille est d'avoir arrêté de crier après la première attaque du tueur. Dans une situation comme celle-ci, il faut continuer à faire autant de bruit que possible jusqu'à la fin du combat, parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un pourrait vous entendre. Maintenant, le pire dans tout ça, c'est que Megan a bel et bien entendu un de ses cris, mais elle l'a ignoré parce qu'elle ne voulait pas réagir de façon excessive. Si la jeune fille avait continué à brailler à l'aide au lieu de se taire, elle aurait peut-être bien pu survivre. Maintenant, même après qu'elle ait commencé à paniquer, la même électricité qui l'a menée à sa perte aurait pu être utilisée pour lui sauver la vie. Au lieu de toucher directement les fils dénudés, ce qu'elle aurait dû faire, c'est tendre la main et couper le disjoncteur principal. Tout d'abord, ça aurait détruit l'arme du tueur, parce que sa scie fonctionne à l'électricité. Deuxièmement, ça éteindrait aussi toutes les lumières du sous-sol. Et comme le tueur n'utilise pas de dispositif de vision nocturne, il aurait été tout aussi aveugle qu'elle. Et troisièmement, ça aurait coupé également l'électricité dans le gymnase, ce qui fait qu'ils auraient envoyé immédiatement quelqu'un pour vérifier. Si vous êtes acculé par un agresseur plus fort que vous et que vous n'avez pas d'arme, votre seul choix est d'utiliser stratégiquement l'environnement à votre avantage. Et cette simple idée aurait pu faire la différence entre la vie et la mort. La coupure temporaire d'électricité due à la mort de Debbie fait vaciller le courant dans tout le bâtiment. Étrangement, le directeur dit à Laurie que quelqu'un lui a fait livrer un bouquet de fleurs. Mais alors qu'elle retourne au gymnase, elle est tout à coup confrontée à sa rivale. Maintenant que personne n'est là pour l'arrêter, Tiffany se met à dire des horreurs directement au visage de la jeune fille, répétant inlassablement que sa mère est une tueuse psychotique. Ça va tellement loin que même Melissa finit par lui dire de s'arrêter, et Laurie s'en va complètement abattue. Mais Tiffany met un point d'honneur à rappeler à son amie que c'est toujours elle qui a le pouvoir ici. Les élèves finissent par remarquer que le courant persiste à vaciller, alors ils envoient le concierge vérifier. Dans les toilettes, Laurie se tient juste devant le miroir, le maquillage abîmé et le moral au plus bas. C'est alors que Melissa vient s'excuser, et elle offre sa trousse de maquillage à la jeune fille pour qu'elle puisse reprendre le cours de la compétition. Après un bref relooking, Laurie revient à la salle de sport avec un nouveau look qui impressionne tout le monde. Et maintenant, elle est officiellement en quête de sang. Melissa la retrouve sur la piste de danse, mais avant qu'elles aient pu échanger le moindre mot, Tiffany intervient et les interrompt, repoussant son amie et jetant 2 verres remplis de punch sur la robe de la jeune fille. Et maintenant, Tiffany commence enfin à apparaître comme la vraie méchante. Alors que tout le monde est occupé à regarder la battle sur la piste de danse, Melissa se rend dans les vestiaires pour se remaquiller, mais elle ne se rend pas compte qu'elle n'est pas seule ici. Quand elle regarde sa robe dans le miroir, elle est horrifiée de voir le tueur en imperméable apparaître dans le reflet. Mais c'est si bizarre qu'elle suppose immédiatement que ce doit être un canular.
Honnêtement, elle est plus agacée par lui qu'autre chose, mais c'est seulement jusqu'à ce qu'il révèle le hachoir à viande qu'il cachait dans son dos. La jeune fille tente de s'enfuir par la porte, faisant de son mieux pour jeter des objets sur son chemin quand elle fait le tour du vestiaire et court vers la sortie. Mais au moment où elle ouvre la porte, elle se heurte à un nouveau tueur vêtu exactement du même costume. N'ayant nulle part où aller, elle fait demi-tour pour aller dans l'autre direction. Mais le premier assaillant lui enfonce son hachoir directement dans le crâne. Ok, c'était encore pire que la danse embarrassante de Tiffany au cinéma. Je veux dire, à ce stade, partir seule est pratiquement une condamnation à mort. Et c'est pourquoi Melissa était foutue à la minute où elle a mis le pied dans cette pièce. Mais pour être tout à fait juste, elle s'est bien mieux battue que n'importe qui d'autre jusqu'à présent. Je veux dire, il est assez évident que la première erreur de la jeune fille a été de mettre beaucoup trop de temps à réagir au danger. Et pour la plupart des gens, courir ou s'immobiliser n'est généralement pas un choix, mais plutôt une réaction subconsciente. C'est pourquoi les forces de l'ordre et les experts en autodéfense enseignent la boucle ODA, qui signifie observer, s'orienter, décider et agir. Oui, en fait, ça veut dire que l'essentiel est de passer le plus rapidement possible à l'étape de l'action, sans vous donner le temps de remettre les choses en question ou de trop réfléchir à vos choix. Et si Melissa avait réagi plus tôt, ça aurait vraiment pu faire une grande différence. Maintenant, un autre problème était que rejoindre la porte plus rapidement ne l'aurait pas sauvé, parce qu'il y avait déjà un autre tueur qui attendait pour lui couper la route. Ça veut dire que son seul moyen de survie aurait été d'abattre rapidement le premier type et de s'enfuir quand son partenaire serait venu la confronter. Là, je dois dire que ça n'aurait pas été facile, à moins que Melissa ne soit secrètement une sorte d'agent dormant. Mais au moment où le tueur s'apprêtait à l'acculer, elle aurait pu jeter sa robe sur sa tête pour le distraire, puis attraper un des sacs à dos sur le banc et l'utiliser pour lui arracher le couteau des mains, puis enchaîner avec un bon coup bien placé pour le mettre hors d'état de nuire. Après ça, elle n'aurait plus eu qu'à gagner un autre 1 contre 1 contre l'autre tueur, et elle aurait été libre. C'est simple, non? Mais quand bien même il l'aurait encerclée, il restait une dernière chose qu'elle aurait pu tenter. Au lieu de foncer droit dans l'attaque, elle aurait pu esquiver sur le côté et peut-être que ces deux-là auraient fini par se frapper l'un l'autre à la place, ce qui lui aurait donné une chance de pouvoir s'enfuir. Le moment est officiellement venu de voter. Et après les résultats de la battle de danse, tout le monde commence à choisir Laurie comme reine du bal. En quelques heures seulement, elle est passée de parfaite inconnue à la fille la plus populaire de l'école. Mais la directrice adjointe prend la jeune fille à part et lui recommande de ne pas laisser le pouvoir lui monter à la tête. Frustrée que son plan ne fonctionne pas, Tiffany va voir son petit ami et lui reproche son manque de loyauté. Mais il décide finalement qu'il en a assez et rompt avec elle sur le champ. Pendant ce temps, Megan tombe sur un des sportifs qui lui demande si elle a vu un de ses amis. Pendant qu'ils discutent, elle remarque le tueur qui passe dans le couloir, mais quand elle essaie de voir ça de plus près, il est déjà parti. Elle retourne dans le gymnase et se rend compte que toutes les filles populaires ont disparu. Et seules Tiffany et Laurie sont encore en lice pour le titre de reine du bal. Et ça lui semble tellement suspect qu'elle décide enfin de dire quelque chose. Sur la piste de danse, Tyler s'approche de Laurie et tente sa chance. Mais juste au moment où ils s'apprêtent à s'embrasser, Megan arrive à grands pas et l'éloigne. Elle essaie de leur parler des reines du bal disparues. Mais l'idée qu'un tueur rôde dans les parages est encore trop hallucinante pour que quiconque y croie. Et plus elle jure que c'est vrai, plus ses amis sont exaspérés. Blessée que la jeune fille ne l'écoute pas, Megan renonce à la convaincre. Et Tyler l'emmène dans un endroit où ils pourront être un peu plus seuls. Megan repasse les indices dans sa tête, et après avoir rassemblé toutes les pièces du puzzle, elle comprend que le problème doit venir du sous-sol. Quant à sa meilleure amie Laurie, elle suit Tyler jusqu'à l'auditorium et il l'emmène dans les coulisses pour tenter de reprendre là où il s'était arrêté. Elle n'est plus d'humeur après la dispute. Mais à présent, ce mec n'entend pas se plier à son refus. Juste au moment où il semble sur le point de devenir désagréable, le tueur surgit tout à coup de l'ombre et le poignarde en plein dans le crâne. Heureusement pour Laurie, la lame reste coincée dans sa boîte crânienne, ce qui lui donne le temps de s'enfuir pendant que le tueur se démène pour la retirer. Pendant ce temps, au niveau inférieur, Megan va vérifier le sous-sol et découvre un tas de cadavres empilés dans un coin. Laurie passe tout près au même moment, et entendant son amie crier, elle se précipite en bas pour lui venir en aide. Mais avant qu'elle ne puisse retourner dans le couloir, le tueur verrouille la porte et les enferme à l'écart. Ok, donc tout ça pour devenir la reine de la promo. Non, parce que maintenant, je dirais plutôt que la prochaine fois qu'elle recevra des fleurs, ce sera à son propre enterrement. Laurie aurait dû écouter son amie parce que, aussi insensé que ça puisse paraître, la disparition de 4 des 6 candidates était bien trop surprenante pour être une coïncidence.
Le problème, c'est que Laurie a refusé de reconnaître les signes avant-coureurs. Cependant, après avoir réalisé qu'elle n'arrivait pas à la convaincre, Megan aurait pu essayer autre chose. Au lieu d'explorer le sous-sol, Megan aurait dû suivre discrètement Laurie et Tyler et attendre de voir si le tueur allait les attaquer à leur tour. Elle aurait ainsi pu prendre le tueur par surprise au lieu que ce soit lui qui le fasse, tout en protégeant sa meilleure amie en plus. Maintenant, en ce qui concerne Laurie, elle a pris la bonne décision en sortant de là pendant qu'elle en avait l'occasion. Mais décider de descendre au sous-sol est la pire erreur qu'elle ait pu commettre. Après avoir entendu son amie crier, son réflexe naturel a été de courir en bas pour l'aider. Mais ça les a rendues toutes les deux vulnérables au risque d'être piégées à l'intérieur. Au lieu de ça, il aurait été beaucoup plus intelligent de crier à Megan de revenir dans sa direction. Et le tueur n'aurait pas pu les enfermer en bas sans aucun moyen de s'échapper. Maintenant, c'est pas parce qu'elles sont coincées qu'elles n'ont plus d'options. Et la première chose qu'elle devrait faire, c'est s'équiper d'armes. L'une d'entre elles pourrait s'emparer du marteau qui dépasse de la tête du concierge. Et l'autre fille devrait avoir l'embarras du choix si elle jette un coup d'œil autour d'elle. Ensuite, elle devrait amorcer la vérification s'il n'y a pas d'autre issue, comme une autre porte, une fenêtre, ou même une bouche d'aération assez grande pour qu'elle puisse passer. Et j'ajouterais que s'il n'y a pas d'issue possible au sous-sol, je retournerai à la zone que nous avons mentionnée plus haut et je couperai l'électricité dans tout le bâtiment. Ça obligerait quelqu'un à descendre immédiatement pour arranger les choses, ce qui signifie qu'elle n'aurait plus qu'à tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Maintenant, si ça implique un affrontement, leur stratégie va dépendre du nombre de tueurs impliqués. S'ils viennent tous les deux, les filles seront foutues. Mais s'il n'y en a qu'un, elles pourraient bien avoir une chance. D'abord, je demanderai à Laurie de se placer au milieu de la pièce pour servir d'appât. Puis, pendant que le tueur se concentrera sur elle, Megan pourrait se glisser derrière lui et lui mettre un de ses grands seaux plastiques sur la tête. Ça créerait une ouverture pendant qu'il se débattra pour l'enlever. Et ça leur donnerait une chance de l'abattre ou de s'enfuir par la porte. Et à vrai dire, elles n'ont besoin que d'une seule occasion pour s'échapper d'ici. Les filles essaient de frapper la porte en hurlant pour que quelqu'un les laisse sortir. Mais avec les bruits de la fête à l'étage, personne ne peut les entendre crier. Paniquées, elles redescendent en vitesse à la recherche d'une autre sortie. Mais elles entendent soudain la porte se refermer derrière le tueur alors qu'il s'approche d'elles. Elles parviennent à se mettre à l'abri derrière du matériel de construction juste à temps. Telles des statues restant aussi silencieuses que possible, elles attendent qu'il soit passé pour essayer de le contourner. Mais il s'aperçoit rapidement de ce qu'elles font et se mettent à les poursuivre à toute vitesse jusqu'à ce qu'elles se retrouvent piégées dans une pièce au bout du couloir. En regardant autour d'elles, elles se rendent compte qu'elles ont atteint l'antre du tueur. Et sur le bureau, il y a un annuaire avec toutes les reines du bal de promo barrées, hormis Laurie et Tiffany. Elles doivent absolument trouver un moyen de sortir de cette pièce. Et comme si les choses ne pouvaient pas être pires, voilà que le tueur revient et commence à démolir la porte à l'aide d'une hache d'incendie. Terrifiées, elles n'ont d'autre choix que de s'attaquer à la fenêtre et de travailler ensemble pour empiler les meubles, pendant que le tueur continue à faire des percussions sur la porte. Megan s'empare d'une chaise, fait sauter la fenêtre et parvient à grimper à l'extérieur. Mais elle s'entaille la main sur un morceau de verre brisé au passage. Sous l'effet de la douleur, elle renverse accidentellement la chaise, laissant Laurie prise au piège au moment où le tueur entre enfin dans la pièce. N'ayant pas le temps de s'enfuir, elle n'a d'autre choix que d'attraper un morceau de verre et de le poignarder en plein dans l'épaule. Malheureusement, ce n'est qu'une blessure superficielle, mais c'est suffisant pour le ralentir, parce qu'il s'arrête pour retirer le morceau de verre. Et Laurie parvient à rejoindre la fenêtre une fraction de seconde avant qu'il ne lui sectionne la jambe avec sa hache. Courant pour sauver leur vie, les filles reviennent dans le gymnase juste au moment où le principal est sur le point d'annoncer les résultats. Et la foule se déchaîne lorsqu'il lit que Laurie est la nouvelle reine du bal de fin d'année. C'est censé être le plus beau moment de sa vie, mais ils sont tous tellement distraits que personne ne voit le tueur arriver. Et la foule est si bruyante qu'elle ne peut rien faire pour les avertir. Le tueur enragé se lance à leur poursuite, et il coupe la jambe d'une fille et dégomme la tête d'un autre garçon en se frayant un chemin vers la scène. Le directeur tente de l'arrêter, mais il lui coupe le bras d'un seul coup, avant de coincer Laurie contre le sol. Tous les autres s'enfuient, et quand il est sur le point de l'achever, Megan saute sur le dos du tueur dans une tentative désespérée pour sauver sa meilleure amie. Mais il jette facilement la jeune fille à terre et s'apprête à la tuer elle à la place. À la dernière seconde, Laurie enlève son diadème et l'enfonce directement dans l'œil de l'homme. Et alors qu'il tombe à genoux de douleur, il tombe finalement son masque, révélant que c'était le père de Tiffany depuis le début. Pendant qu'il est distrait, quelques vrais mecs parviennent à saisir son arme et à le plaquer au sol avant qu'il ne puisse attaquer à nouveau. C'est alors que Tiffany et sa mère reviennent en courant au gymnase. Et elle demande à son père ce qui l'a poussé à faire ça. Ce à quoi il répond que c'est parce qu'il savait à quel point elles voulaient toutes les deux gagner. Ok, on dit que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Et la situation actuellement confirme ce propos. À mon avis, le fait d'être un vrai psychopathe est un trait de famille chez eux. Et il s'avère que Tiffany n'était rien comparé à son cinglé de père.
j'ai de mauvaises nouvelles pour la famille Falconer, parce qu'il semble que vous ayez tous les trois merdé. Tu sais que t'es pitoyable quand tu as réussi à passer de la fille la plus populaire de l'école à la risée absolue en l'espace de quelques heures. Mais même sans te faire exposer par Laurie, tu n'aurais jamais pu gagner pour commencer. Je veux dire, n'oublions pas que Christy était la favorite dès le début, et pourtant, elle se présentait par dérision. Pendant tout ce temps, malgré toute ta popularité, tu n'as pas réussi à rassembler suffisamment de soutien pour la faire tomber. Et ça aurait dû t'en dire long sur ce que les gens ressentent vraiment. Il est vrai que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour intimider ou manipuler les gens afin d'atteindre la première place, mais tu as quand même perdu face à la fille la moins populaire de l'école, à la loyale. Pour quelqu'un qui était déjà assuré d'être au sommet dans son lycée, ça doit être une claque assez brutale. Mais je me dois de dire que si je pensais que toi t'étais cinglé, alors ton père doit être le maire de Crazy Town. Bon, j'avoue, je vous accorde une chose, monsieur Falconer. Personne ne pourra dire que vous ne subvenez pas aux besoins de vos enfants. Mais bon sang, la plupart des gens préféreraient probablement avoir un père indigne plutôt qu'un père qui tabasse les gens à mort. Et maintenant, la police va devoir se pencher sur chaque match de softball ou battle de danse qu'elle a remporté pour voir si les autres concurrentes s'en sont sorties vivantes ou non. Croyez-moi, votre fille n'avait pas besoin d'aide pour détruire le nom de sa famille. Elle se débrouillait très bien toute seule. Mais à présent, vous allez entrer dans les livres d'histoire comme un autre psychopathe de Shadyside. Et de quelle façon pensez-vous que ça va aider Tiffany dans sa quête de popularité, à votre avis ? Vous auriez pu la soutenir comme une famille normale et accepter la défaite avec honneur. Mais au lieu de ça, vous avez décidé de jouer la carte de Paul Bunyan un peu trop à fond, avec des jeunes qui ne se doutaient de rien. Et maintenant, elle sera connue comme la fille qui n'a même pas pu l'emporter après que son père ait tué toute la concurrence. C'est tout simplement embarrassant. Et je dirais qu'un diadème dans le globe oculaire, c'est le moins que vous méritiez. Pour finir, j'imagine que maintenant, tout le monde sait que votre famille entière est une bande de tarés. Alors, désolé les Falconers, mais on dirait que vous avez tous les trois juste merde. Alors que la police arrive sur les lieux, Laurie profite du temps qu'il lui reste pour arranger les choses avec sa meilleure amie. Et celle-ci l'encourage à embrasser la victoire en lui disant qu'elle la mérite, maintenant plus que jamais. Ils doivent encore emmener Megan à l'hôpital. Alors les filles se serrent dans leurs bras et conviennent de se retrouver très vite. Mais si elles pensent que les ennuis sont terminés, elles vont avoir une surprise de taille. Les officiers amènent le père de Tiffany menotté. Et il utilise son seul œil valide pour lorgner méchamment Laurie, alors qu'il est chargé à l'arrière d'une voiture de police. Ils doivent encore interroger la mère de la jeune fille avant qu'elle ne puisse quitter l'école. Et remarquant que Tiffany a l'air inquiète, Laurie propose gentiment qu'elle marche ensemble vers sa maison. Je comprends après tout ce qui s'est passé ici. Tiffany finit par s'excuser de l'avoir toujours malmenée. Mais la jeune fille dit que tout est pardonné, essayant de ne pas la faire se sentir encore plus mal qu'elle ne l'est déjà. Quand elles arrivent chez Tiffany, celle-ci demande à Laurie d'entrer avec elle. Et voyant à quel point elle est bouleversée, la jeune fille accepte de lui tenir compagnie jusqu'à ce que sa mère rentre à la maison. Pendant ce temps à l'école, sa mère Nancy répond toujours aux questions du shérif. La femme finit par le convaincre de la laisser partir en faisant mine de s'inquiéter pour sa fille. Mais il ne se rend pas compte que tout ça n'est que de la comédie. Un peu plus tard, elle arrive à la maison alors que les filles sont toutes les deux endormies à l'étage. Alors, elle traverse discrètement la maison et saisit un couteau dans la cuisine. Tandis qu'elle fredonne, elle s'avance sur les marches, frappant la lame contre la rampe. Mais Laurie l'entend arriver et va voir ce qui se passe. Au moment où elle regarde les marches, elle est horrifiée de voir la femme se rapprocher le couteau à la main. Mais Tiffany remarque aussi ce qui se passe, et toutes les deux courent vers une autre pièce et décident de se cacher dans le placard. Laurie est terrifiée. Mais étrangement, Tiffany n'arrête pas de parler de toutes les autres morts brutales. Et tout à coup, la jeune fille fouille dans sa poche et en sort un couteau qu'elle s'apprête à planter dans la gorge de Laurie. Elle réalise alors ce qui est sur le point de se produire. C'est un combat pour sa vie. Laurie utilise toutes ses forces pour repousser Tiffany. Mais même si elle parvient à s'enfuir, elle ne va pas bien loin. Parce que la mère de la jeune fille l'attaque furtivement par derrière et lui fait une énorme entaille dans le dos. Bloquant Laurie contre le mur, la femme avoue que c'est elle qui a tué le père de la jeune fille il y a des années, le poignardant dans un accès de rage par jalousie, parce qu'il avait osé choisir la mère de Laurie plutôt qu'elle. Apparemment, Tiffany était dans le coup depuis le début, et maintenant, elle veut même achever le travail elle-même pour rendre sa maman fière d'elle. Alors qu'elle est sur le point de passer à l'acte, Laurie se penche en arrière et donne à la jeune fille un coup de pied aussi fort que possible. Ce qui fait qu'elle s'écrase directement contre la balustrade, passe à travers et est brutalement empalée sur la statue des Falconers. Aucune des deux n'arrive à croire ce qui vient de se passer. Mais le combat n'est pas encore terminé. Alors Laurie se précipite vers la porte d'entrée. Et quand elle se rend compte qu'elle est fermée à clé, elle se retrouve coincée dans le bureau. À présent, il semble qu'elle n'ait plus d'endroit où fuir, et la mère reste là à la regarder en grognant, le couteau ensanglanté à la main.
Mais au moment où elle s'élance, Laurie utilise ses bras pour briser une vitrine, saisir un trophée à l'intérieur et se retourner pour frapper la femme à la tête juste à temps. Oh, c'est un coup dévastateur. Nancy lutte pour rester debout. Mais la blessure finit par avoir raison d'elle, et elle s'effondre sur le sol, incapable de bouger. Elle supplie Laurie de l'aider d'un souffle faible, mais celle-ci la contemple du regard et sort froidement de la pièce, la laissant mourir ainsi. Et il semble que la famille de Laurie ait enfin obtenu justice. Mais au moment où elle quitte la maison, le sang de la femme se transforme en un symbole démoniaque sur le sol, ce qui prouve que la malédiction de Shadyside est toujours d'actualité. Fear Street Prom Queen. Ouais, la dernière de la série, arrivée en 2025 sur Netflix. Et bon, c'était pas mon Fear Street préféré, mais est-ce que c'était divertissant? Oui, assurément. Il y avait de belles personnes dans ce film, et les acteurs et l'équipe ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont capturé des images de dingue dans ce film. Mais les décisions... Ah mon Dieu, les décisions... Vous devez me dire dans les commentaires si vous auriez fait quelque chose différemment. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, passez une excellente journée!